Nous sommes le 16 janvier 2026 et aujourd'hui dans l'actu de Japanorama, on vous a mené à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Et on peut dire que ça bouge au Japon. Avant de commencer, merci à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui en profitent sur YouTube. Et on vous remercie de suivre notre aventure. Et pour qu'on puisse continuer, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur le podcast Apple, Spotify ou Deezer, ou encore en activant la cloche ou en s'abonnant à YouTube. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre ce format. Merci à vous et à votre soutien. On le rappelle, l'actu, c'est du lundi au vendredi. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti. La suite tout de suite. Au Japon, un projet de loi contre l'espionnage fait débat. Officiellement, il vise à renforcer la sécurité nationale face aux ingérences étrangères. Mais pour certains responsables politiques et défenseurs des libertés, ces effets pourraient être bien au-delà, jusqu'à toucher la culture populaire et la vie quotidienne des citoyens, en particulier l'oshikatsu. Alors qu'est-ce que c'est l'oshikatsu ? Le mot oshikatsu signifie littéralement soutenir son favori. Il désigne l'ensemble des activités par lesquelles une personne soutient un idole, un artiste, un acteur, un personnage ou un créateur. Par exemple, en effectuant des achats de produits dérivés, ou en participant à des concerts, événements, ou en publiant sur les réseaux sociaux, ou en collectant des fonds, ou tout simplement en échangeant avec des communautés de fans parfois internationales. Au Japon, l'oshikatsu est devenu un phénomène culturel et une économie majeure, au point que des entreprises traditionnelles, transport, tourisme, objets commémoratifs, adaptent leurs services à cette pratique. Donc, comme dit au début, le gouvernement japonais, mené par la première ministre Sanae Takaichi, souhaite introduire une loi de prévention de l'espionnage et une agence nationale du renseignement. L'objectif affiché, mieux lutter contre l'espionnage étranger, la désinformation et l'ingérence politique venue de l'extérieur. Les partis au pouvoir estiment que les lois actuelles, notamment la loi sur les secrets d'État de 2014, ne sont plus suffisantes dans le contexte géopolitique actuel, en Asie de l'Est. Pourquoi donc ce projet inquiète l'opposition ? Mizuho Fukushima, chef de la partie social-démocrate japonais, s'oppose fermement à cette réforme. Selon elle, le problème ne vient pas du principe de sécurité nationale, mais de la définition trop vague de ce qui pourrait être considéré comme de l'espionnage. Elle alerte sur un risque majeur, une extension de la surveillance des activités ordinaires culturelles ou politiques. Dans ce cadre, des pratiques comme l'oshikatsu pourraient être concernées si elles impliquent des échanges avec l'étranger, des dons internationaux, des discussions politiques ou sociales, des communautés en ligne transnationales. Un risque pour les libertés fondamentales. De nombreux juristes et organisations de défense des droits humains soulignent plusieurs dangers potentiels. La surveillance accrue des communications, une possible atteinte à la liberté d'expression, une mise sous pression des journalistes et chercheurs, et une criminalisation des discussions ordinaires. Certains projets passés incluaient des notions comme collecte, transmission ou partage d'informations sans cadre précis, laissant une grande marge d'interprétation aux autorités. Le Japon a déjà connu un débat similaire en 1985, lorsque le Parti libéral-démocrate avait proposé une loi anti-espionnage extrêmement stricte, avec une sanction très lourde. Le texte avait finalement été abandonné face à une forte mobilisation, notamment par crainte d'atteinte à la liberté de la presse. Aujourd'hui, même si la forme du projet est différente, ce souvenir alimente la méfiance. Au-delà de l'aspect juridique, les critiques redoutent l'installation d'un climat d'autocensure. En évoquant l'oshikatsu, Fukushima illustre une idée simple mais forte. Une loi de sécurité nationale peut transformer en profondeur des pratiques quotidiennes, même celles qui semblent apolitiques. Le gouvernement poursuit ses discussions et souhaite avancer rapidement. De leur côté, les opposants demandent des définitions juridiques très précises avec des garanties claires pour leur liberté d'expression et une protection explicite des journalistes, chercheurs et lanceurs d'alerte et citoyens. Le débat oppose donc deux visions, la sécurité nationale renforcée et la préservation des libertés individuelles et culturelles. Un équilibre difficile à trouver mais crucial pour l'avenir de la société japonaise. Allez, un petit tour chez Katsura Ashino, l'un des créateurs les plus influents du jeu de rôle japonais. Il est connu pour avoir dirigé plusieurs épisodes majeurs des séries Persona et Shin Megami Tensei chez Atlus, un studio japonais emblématique. Son dernier jeu, Métaphore Refantasio, sorti en 2024, est considéré comme l'un des RPG les plus ambitieux de ces dernières années. Alors, de quoi parle-t-on ? Le jeu Clair-Obscur Expédition 33 est développé par Sandfall Interactive, un studio français, et s'est inspiré très clairement des codes de JRPG, tout en y apportant une sensibilité occidentale. Après la sortie du jeu, l'équipe de Sandfall a effectué un voyage au Japon, rencontrant plusieurs vétérans du JRPG qui ont influencé leur travail, parmi eux Katsura Ashino. Dans une interview accordée au média américain Game Informer, Ashino explique avoir rencontré l'équipe à l'occasion de leur visite au Japon. Voici l'essentiel de son ressenti résumé et traduit.
Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe qui a créé ce jeu lorsqu'ils sont venus au Japon. C'était vraiment une belle rencontre. Ils m'ont donné une copie du jeu et j'y ai joué. Je ne l'ai pas encore terminé, donc il m'est difficile de juger l'ensemble. Mais d'après ce que j'ai vu, on sent qu'il y a énormément d'attention et d'amour dans ce projet. C'est un jeu très bien fait, très profondément travaillé. Un compliment fort venant d'un créateur reconnu pour son exigence. Alors pourquoi certains comparent Clair Obscur à Métaphore Refantasio ? Des joueurs ont remarqué certaines similitudes thématiques entre les deux jeux. Des univers très marqués artistiquement, des récits qui abordent des thèmes lourds comme l'angoisse, le deuil ou la perte. Et attention, il ne s'agit pas de copier-coller, mais plutôt d'une sensibilité commune dans la manière de construire un monde et de traiter les émotions. Les deux jeux montrent surtout qu'il n'existe pas une seule façon de faire un bon JRPG. Clair Obscur Expédition 33 propose un système de combat au tour par tour réactif où le timing du joueur est essentiel pour renforcer l'attaque ou éviter les coups ennemis, avec un système de parade qui ne déplaira pas aux fans de Souls-like. Et Métaphore Fantasio, de son côté, repose sur une évolution du système Press Turn popularisé par Shin Megami Tensei qui récompense l'exploitation des faiblesses ennemies. Même chose pour le système de classe. Métaphore introduit un système d'archétypes assez différent des personnages habituels, alors que Clair Obscur mise sur un système de compétences ouvertes permettant de spécialiser chaque personnage librement, de philosophie, de réussite. Katsura Ashino parle depuis quelque temps de ce qu'il appelle le JRPG 3.0, une volonté de repenser la structure et la mise en scène du genre sans renier ses racines. Dans ce contexte, Clair Obscur a servi de porte d'entrée au JRPG pour de nombreux joueurs occidentaux et les séries de Ashino, elles, sont des piliers historiques du genre depuis des décennies. Un studio français salué par l'un des maîtres japonais du JRPG est un signal fort. Le JRPG évolue, se mondialise et continue d'inspirer des créations ambitieuses partout dans le monde. Allez, passons aux faits divers. Une infirmière, un bar, un mur, l'affaire qui glace le Japon. On part à Hokkaido, une petite ville tranquille, Hidaka, là où en théorie il ne se passe jamais rien. Et pourtant, Kudo Inano, 28 ans, infirmière, vie normale, bien intégrée, souriante. Le 30 décembre, elle dit à sa grand-mère « Demain, je dis que je vais travailler, mais en vrai, je passe la journée avec mon copain. » Le lendemain, 31 décembre, dernière image d'elle en vie. 16h, elle fait des courses près de chez elle. Après ça, silence radio. Le 1er janvier, elle ne se présente pas au travail. Sa famille s'inquiète. La police est alertée. Et là, on bascule dans l'impensable. Quelques jours plus tard, la police fouille un bar-restaurant du coin, un lieu connu, convivial, animé. Et derrière un mur, littéralement derrière un mur, il trouve le corps de Kudo. Un trou découpé, une planche pour refermer, un espace à peine plus grand qu'un tatami. Et pendant ce temps-là, le bar continue de servir ses clients. Nouvel an, boisson, rire, à quelques centimètres d'un cadavre. L'autopsie parle clair. Étranglement, asphyxie par compression du cou. La mort remontait à 4 ou 10 jours avant la découverte, pile pendant la période du Nouvel An. Un suspect, oui, le propriétaire du bar, Matsukara Toshihiko, 49 ans. Il est arrêté, il reconnaît avoir caché le corps dans le mur. Mais la question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi ? Alors leur relation. Kudo était une cliente régulière, ils se connaissaient, ils participaient aux mêmes activités locales, ils buvaient ensemble, discutaient, riaient, ambiance amicale, rien qui alerte. Et pourtant, c'est ce même homme que la police soupçonne aujourd'hui d'être bien plus qu'un simple témoin. Cette affaire, c'est tout ce que le Japon redoute. Une petite ville supposée sûre, une relation ordinaire, une violence extrême et un corps caché dans le décor du quotidien. Un mur qu'on ne regarde jamais, un bar où on passe sans penser au pire. Officiellement, l'homme est poursuivi pour abandon de cadavre, mais la police enquête désormais sur un possible homicide. Les prochains jours seront décisifs, parce qu'au Japon, quand l'horreur se cache dans un mur, c'est toute la société qui se met à regarder autour d'elle. Allez, finissons cette revue de presse par un peu d'animation. En 2026, un nouvel animé intitulé Armored Trooper Bottoms The Grey Witch sortira au Japon. Ce n'est pas une nouveauté, c'est le retour d'une licence culte de l'animation japonaise réalisée par un réalisateur majeur dans le cadre d'un événement historique pour l'industrie de l'animé. Commençons par la base, c'est quoi Armored Trooper Bottoms ? Alors, c'est une série animée japonaise de science-fiction diffusée à la télévision entre 1983 et 84. Elle met en scène des robots de combat appelés Armored Troopers, mais avec une approche très différente des robots géants classiques. Alors là, on ne parle pas de super pouvoirs, d'invincibilité, juste des machines lourdes, sales et réalistes. Et surtout, la guerre vue comme quelque chose de brutal et absurde. À l'époque, c'était une révolution. La série est réalisée par Yosuke Takahashi, un pionnier de l'animation de science-fiction, et produite par le studio Sunrise, avec des designs de mecha signés Kunio Okawara, l'un des plus célèbres designers de robots de l'animation japonaise. Pourquoi cette série est importante ? Parce que Bottoms fait partie des œuvres qui ont changé la manière de raconter la guerre et la science-fiction dans l'industrie. Depuis plus de 40 ans, l'univers a continué à vivre à travers de multiples projets et formats.
Alors pourquoi donc un nouveau Votoms en 2026 ? Parce que le studio Sunrise fête ses 50 ans. Sunrise a été fondé à la fin des années 1970 et sa première grande série interne, Zambot 3, a été diffusée en 1977. 2026 marque donc le 50e anniversaire de cette aventure. Et pour célébrer cela, Sunrise lance un grand projet international, le Sunrise 50th Anniversary Project, qui s'étendra de 2026 à 2028. Et qui va réaliser ce nouveau projet ? C'est là que l'annonce devient vraiment importante. Alors c'est Mamoru Oshii. Et c'est le GOAT, c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'animation japonaise. Il est notamment connu pour Ghost in the Shell en 1995, film culte de science-fiction. Ses œuvres philosophiques, politiques et souvent très sombres, et son regard critique sur la société, la guerre, la technologie, l'humanité. Le fait qu'il réalise une nouvelle œuvre, Votoms, c'est un signal très fort. On ne parle pas d'un simple produit nostalgique, mais d'un projet ambitieux, adulte et réfléchi. Même l'aspect graphique du projet est symbolique, car les vétérans comme Toshiaki Yusugi, directeur artistique ayant travaillé sur Cowboy Bebop et Steam Boy, Kozuke Kawamura, connu pour des expositions autour de Katsuhiro Otomo, et Ryosuke Takahashi, le créateur original de Votoms, ont participé respectivement sur la création du logo anniversaire, la réalisation du teaser et l'écriture du slogan « Sauter, voler, planer ». Encore 50 ans de création. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce vendredi 16 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, alors le format a un peu changé. On se retrouve donc tous les jours du lundi au vendredi. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Arigato gozaimasu. Et encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.